RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous avons une invitée qui s'appelle Pat Atra. Patatra. C'est joli, hein? Oh! En plus, pour une femme, on est comme Patatra. Patatra. Comme c'est beau. Oh! Alors, on va lui laisser la parole, bien sûr, que vous fassiez connaissance avec elle. Et elle va commencer par un poème, naturellement, puisqu'elle est là pour ça. Hein. Elle n'est pas là pour venir faire des frites ou un ragoût de mouton. Non, c'est pour faire de la poésie. Allez, à toi, Patatra. Bonjour Maurice, tu ne sais pas ce que tu perds à propos des frites quand même. Mais je vais lire un poème qui s'intitule « Les chardons » de René Vivien, en ce beau mois et en cette veille de marche des fiertés. Voilà, donc les chardons. Tu ne seras jamais la fiévreuse captive qu'enchaîne, qu'emprisonne le lit. Tu ne seras jamais la compagne lascive dont la chair se consume et dont le front pâlit. Garde ton blanc parfum qui dédaigne le faste. Tu ne connaîtras point les lâches abandons, les sanglots partagés qui font l'âme plus vaste, le doute et la faiblesse ardente des pardons. Et, puisque c'est ainsi que je t'aime, ô très chaste, nous cueillerons ce soir les mystiques chardons. Ah, attention, ça pique, hein. Enfin, ça dépend quelle variété de chardon. Hein. Alors moi, je vais vous emmener au bord de la mer. C'est un poème que j'ai écrit le 28 mai 2000. Ça fait 26 ans, passé même. Hein. Ça s'appelle « Fête des mers ». Eh oui, des mers, ouais. Mère cimetière, mère nourricière, mère ingrate, mère du plaisir solitaire, mère violée, mère bafouée, mère complice, mère pleureuse, mère seule, mère porteuse d'enfants de marins. Des alizés soufflant vers l'ouest furent l'itinéraire de grands génocides des Indiens et des Caricura. Pardon. Bon, les Caricura, c'est les habitants des Antilles, hein, de l'époque. Tu as offert aux grands rapaces la découverte d'horizons tropicaux pour contraindre l'humain à devenir bête pour ces hommes de fer sans armes. Tu as facilité le déplacement des grands nègres vers un esclavage éhonté au profit des béquets. Les béquets, c'était les esclavagistes blancs. Hein. D'abord, on les appelle encore comme ça là-bas, hein, mais bon, maintenant ils sont chefs d'entreprise. Alors, ils font travailler les Noirs, mais en les payant quand même un petit peu, bon, on va dire. Tu devrais pleurer des larmes d'amertume pour nettoyer cette eau souillée par tant de complicité. Tes enfants intrépides tentent de mieux te comprendre, malgré Freud, le faux conseiller. Tu prends tes aises sans scrupules, et les marins, fils de mer de ta planète, tu bernes Jules Verne à 20 000 lieues sous leur mer. Tu nargues tes côtes en leur prenant leur terre, tu rapproches tes amants par des courses folles, en prélevant au passage ta dîme meurtrière. Mère, tu refuses les remariages en noir, afin que tes enfants terribles ne soient pas orphelins de la mère lasse et morte. Mère, tu hurles le pillage de tes avantages. Tu veux garder tes baleines, tes coraux, tes tortues et ta beauté pour les enfants de tes enfants. Avec la lune, ta mystérieuse complice, tu rythmes nos vies et nos envies en imposant tes marées capricieuses et tes vents arrogants. Bonne fête, mère, malgré cela. Reste éternellement notre mère et l'alibi de nos rêves lointains. Voilà. Et ça se fut fait là-bas à Petit-Fort-Philippe, bien sûr, hein, au bord de la mer. Non, ça a été fait à Arcachon. Je suis con. Bon, c'est pas tout à fait pareil, Arcachon et Petit-Fort-Philippe. Petit-Fort-Philippe, c'est entre Calais et Dunkerque. Hein. Alors que Arcachon, vous savez, c'est juste un petit peu en dessous de Bordeaux. Hein. Ça, vous le savez bien, puisque vous êtes périgourdin. Hein. Voilà, alors... Patatra, vas-y, à toi de jouer. Et comme la mère est une femme, oui, selon la façon dont on l'écrit, ouais. Un poème qui s'intitule « La femme ». Ah ben oui, la mère, la femme, ouais. La femme organique. La jeune fille, la fille. Voilà. La gonzesse. Par exemple. Allez, vas-y. La femme organique se contentait fort peu d'une place assignée
entrait en résistance. Elle avançait ainsi, de conquête en défaite, souriait de ses ruines et pleurait ses outrances. La femme démesurée, forte de ses idées, au gré de ses rencontres avec les gens de l'art, leur confiait parfois le destin de sa chair, plénitude vécue à chaque amputation, chaque morceau d'elle laissé en sacrifice. La femme bionique finissait par s'user, les pièces éparpillées en titane changées. Nouvelle mécanique comme une réassurance, la femme utopique voulait encore rêver, nourrissait en son sein un cœur titanesque, fort de ses éclats, chaotique fréquence. La femme indestructible demeure sur son fil, regarde droit devant, l'origine est derrière, une étoile la guide, l'amour est son chemin. Eh bien, dis donc, c'est un bel hommage. Un bel hommage. Alors, il y a très très longtemps, nous avions réalisé un livre de poésie entre les hydropathes. Alors, je peux vous dire la date, hein, c'est vieux. 2007, vous voyez, donc ça fait 19 ans. Et donc, il y avait les poèmes de tous les hydropathes de l'époque, bien sûr. Et là, j'ai sorti un poème de Jacques Clérin, qui fait toujours partie de notre club. Hein. Il n'écrit pas beaucoup, mais quand il écrit, c'est beau. Hein. Tout à fait. SDF. Alors, il l'a écrit en 2006. Depuis qu'il a le cul au frais sur le gazon, le regard s'est perdu au-delà de l'horizon. Il rêve à ce pays lointain, imaginaire, que les hommes auraient bâti, groupe solidaire, et d'où seul désormais pourrait encore venir l'étincelle d'espoir d'un quelconque avenir. Sur son visage ridé, hâlé, bouffi, barbu, on devine très bien le nom de sa tribu. Il porte sur le dos son baluchon, son sac, prévu pour le repos, lors de tous ses bivouacs, sur un lit de bitume, et en toute saison, embravant le rhume, par toute lunaison. Il marche sans but dans la ville qu'il sillonne, tel un fantôme errant, qui n'est plus vu par personne. Devenu étranger, transparent, clandestin, la ville l'a fracassé en brisant son destin. Comme un cheval fourbu, harassé, fatigué, de tirer la charrue, il va tête baissée. En marchant dans la rue, perdu dans ses pensées, avant qu'il n'ait trop bu pour oublier, saoulé. Hélas, son bel orgueil, hier encore intact, est aujourd'hui en deuil au profit d'un contact. Humiliant, dégradant, réclamant de la thune pour combler en mendiant un revers de fortune, aux voisins, aux passants, d'un effort surhumain, sa fierté en guenant, il a tendu la main. Sans femme ni patron a dicté sa journée pour briser l'abandon d'un homme délaissé. Là, à ses pieds, son chien, compagnon de galère, son fidèle soutien dans sa vie de misère. À chaque bout du lien, il se pardonne tout. Il ne demande rien, mais il se donne tout. C'est beau, hein? C'est vraiment ça. Hein. Alors justement, j'ai passé dans le prochain numéro des Hydropathes, qui sortira à la fin du mois, un poème d'un monsieur qui a fait sur les migrants. C'est d'une émotion incroyable. Et je vous lirai à la fin du mois, hein, par exemple. Hein. Voilà. Madame Patatras, s'il vous plaît. Alors, ce poème n'est pas de moi, mais tu vas pouvoir me dire à la fin, bien entendu, de qui il est. Il est, j'en suis certaine. Je ne donnerai pas son titre tout de suite, du coup. Mon triste cœur bave à la poupe. Mon cœur est plein de caporal. Ils y lancent des jets de soupe. Mon triste cœur bave à la poupe. Sous les colibés de la troupe, qui lance un rire général. Mon triste cœur bave à la poupe. Mon cœur est plein de caporal. Itifalique et pioupiouesque, leurs insultes l'ont dépravé. À la Vesprée, ils font des fresques. Itifalique et pioupiouesque. Ô flot acabadabra prantesque, prenez mon cœur qu'il soit sauvé. Itifalique et pioupiouesque, leur insulte l'ont dépravé. Quand ils auront tari leur chic, comment agir, ô cœur volé? Ce seront des refrains bachiques. Quand ils auront tari leur chic, j'aurai des sursauts
stomachique, si mon cœur triste est ravalé. Quand ils auront tari leur chic, comment agir, ô cœur volé? Et le poème s'intitule « Le cœur supplicié » je sais pas. d'Arthur Rimbaud. Ah, ce cher Arthur, il est revenu? Il est revenu, voilà, D'accord. et c'est non, ma trame du jour. Je connais beaucoup de ses poèmes, mais celui-là, non, je ne le connaissais pas. Ça, c'est un poème qui m'a touché. Ouais, allez, Voilà. c'est beau, ouais. Très beau. Alors, si on passait un petit peu de musique, hein, eh ben, tu vas me passer le 01, dans le coup, hein? In terra summus rex est hoc tempore mirantur reges et dei famulantur venalis favet ordo pontificalis in abbatum cameris retinet dominatum nigrorum veneratur turba priorum magnorum fitiud ex consiliorum bella gerit ned simult pax sibi derit agit lites quia vult deponere dites rigid ad plenum distercore et genum omnia emit venditque datet data demit adulatur post blandaminatur mentitur raro verax reperitur periuros miseros facit et perituros auarorum deus est et spes cupidorum in errorem mulierum ducit amorem venales dominas facit imperiales raptores facit ipsos nobiliores habet plures quam celum sidera fures si nummus loquitur pauper tacet hoc bene scintur in numi mensa sub splendida fervula densa laudatos pisces comedit biberatos francorum vinum vivit atque marinum famosas vestes gerit et preciosas splendorem dantu vestes exteriorem nullus honoratur sine numbo nullus amatur quem genus infamat nummus probus est homo clamat. Eh ben voilà. Alors, donc, on revient, ce sont les moines défroqués du Moyen-Âge. Ils ont décidé de quitter la religion, tout simplement. Et ils ont monté toute une bande. Ils faisaient la fête, hein, bien sûr. Ils se rattrapaient de toute cette période de... Comment on pourrait appeler ça, de jeûne, quelque part. Et alors, figurez-vous que après, donc, pratiquement vers 1930-35, Karl Orff, qui était un chef d'orchestre, a créé Carmina Burana en s'inspirant de la série des moines défroqués. Là, vous en avez entendu un, mais il y en a au moins une quinzaine, une vingtaine de morceaux. Hein. D'ailleurs, bon, si on a le temps, on passera d'autres. Hein. Parce que, alors, moi j'aime ça, c'est pas pour ça que vous aimez ça, mais bon, vous apprenez quelque chose au moins. Vous n'allez pas mourir idiot, hein, comme certains. Bon, hein, d'accord. Alors, voilà, j'ai retrouvé des vieux poèmes des années en 2000. Alors, il y en a un, c'était le 6 avril 2000, ça s'appelait « Penser sa plaie ». La femme d'Arthur ne pensait pas. Arthur pensait que sa femme pensait. Le fils d'Arthur pensait ce que pensait son père. Par contre, la sœur ne pensait pas. Elle ne pensait pas que sa mère ne pensait pas. Le Benjamin regardait ses parents en pensant
qu'il fallait penser le contraire. Arthur comprit que la pensée gratuite ne prenait pas de valeur. Que penser d'une famille qui ne pense qu'à se dépenser? Alors c'est que des jeux de mots, hein, par exemple, entre nous, ça fait écrit le 28 avril 2000, donc vous voyez, tout simplement 22 jours après. J'écrivais beaucoup, moi, j'écrivais presque tous les jours à l'époque. Hein. Entre nous, l'entremetteur entrebâille l'entrechat, vers l'entrée en entrevoyant l'entresol, et entre-temps l'entretoise de l'entremetteuse, car son entrejambe entre dans l'entre-deux. Mais attention, car l'entrefilet à toutes jambes vers l'entre-deux-guerres. Et entre gens entremêlés dans l'entrepôt de l'entreprise, où sont entreposées des entrevues prêtes à être entrouvertes, et rouges d'entrelacées l'entreprenante, sur ces entrefaites, il arriva un autre chat qui avait entre ses dents un entremets. Vous voyez comme... Hein? Et alors là, virus, janvier 2000. Faites-moi un électrocardiogramme, c'est pour offrir. Bon, juste quelques battements, pas trop forts. Hein. Avez-vous un petit peu d'acné? C'est pour faire plus jeune. 3 ou 4 boutons suffiront. Pas d'emballage, c'est pour en remettre maintenant. Faites-moi voir vos veines. J'ai peur de ne pas en avoir assez. Non merci, pas besoin d'antidote pour le virus de mon fleuve amour. Et le dernier, novembre 1999. Alors ça, c'est un des premiers que j'ai fait. L'orteil rachidien. Les chaussettes cérébrales ne sentent pas obligatoirement des pieds, sauf quand on est poète. L'Alexandrin est le pays des chausseurs qui pensent que le pied se prend avec du vinaigre. Voilà. Hein? C'était marrant ce que j'écrivais à l'époque. Hein? Alors j'écrivais court. Maintenant j'écris fleuve. Hein? J'ai des poèmes qui font 3-4 pages. Hein? Ouais, incroyable. C'est pour ça que je ne peux pas les lire ici, parce que j'ai qu'une demi-heure. Vous vous rendez compte, il faudrait 1 heure à la suite pour pouvoir lire des poèmes comme ça. Hein? Bon allez, patatras, tu vas nous lire quelque chose quand même. Mais oui, justement, en réponse un peu au virus de ton fleuve amour, puisque je reste sur mon fil conducteur du jour, à la veille de la marche pour les droits des personnes LGBTQIA+, avec un texte qui s'intitule « Fière-esse ». Bon, vas-y. Tu pointes le bout du nez, certain d'être désiré. Devenu adolescent, tu commences à t'échapper. Tu demandes à tes parents, qu'ai-je donc de si différent pour qu'on me tourmente autant? Fier, comme le jour où tu es né, tu voudrais pouvoir aimer comme les autres. Tu as mis du maquillage, ça illumine ton visage, tu te croyais invincible, mais leur rancœur, leur moquerie, tes bretelles et tes baguilles, ils ne te trouvent pas jolie. Ils t'ont prise comme cible, tes parents n'ont rien compris, pas compris. Fier d'être qui tu es, libre et heureux d'être aimé comme les autres. Fier comme le jour où tu es né, tu veux être désiré comme les autres. Mais tu luttes pour tes droits, tu défends ton cœur qui bat, comme ce jour où tu leur dis que ce garçon est sexy, tu deviens irrésistible et son rire insubmersible. Fier, demain, tu vas défiler pour montrer au monde entier, qu'on soit contre ou qu'on soit pour, que l'amour gagne toujours. Fier, demain, je vais défiler pour montrer au monde entier, qu'on soit contre ou qu'on soit pour, que l'amour gagne toujours, qu'on soit contre ou qu'on soit pour, que l'amour gagne toujours. Et contre le virus, bien entendu, fier. Ah, ouais. Voilà. Très bien. Alors, je voulais... Bon, Claude Mercutio, vous connaissez, hein, je vous ai déjà lu pas mal de poèmes. Son titre, « Né d'un tango inconnu ». Et il va nous le prouver qu'il est né d'un tango inconnu. Hein. Alors, il fait comme moi, alors qu'on ne s'est pas consulté. Il met la date, et des fois, il met même l'heure. Là, il n'a mis que la date. Il a écrit le 15 mars 1995. Né d'un tango inconnu, en hommage à Jean-Roger Cossimon et Léo Ferré. Je suis né de tango inconnu. Ma mère s'est fait comme baptisée par un quelconque boîte à tango, un Mikado d'Aubervilliers, l'Eldorado du samedi soir. Ça m'a donné des tas de papas. Tout enfant, je ne comprenais pas. Un à un, ils sont tous partis. Adios, muchachos, compañeros, sin vad vida. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais je demanderai à mon petit-fils qui apprend l'espagnol.
Maman m'a quitté à son tour, me laissant seul, vieil orphelin, privé de tout état civil. Plus de nom ni de numéro. Il y en a qui échappent aux statistiques. Hein. Tout juste un sigle mordoré, entortillé de fils barbelés. L'étoile jaune de mes cauchemars et mes souvenirs furéchisés, donc de fureur. Une longue dérive artistique au succès remis à demain, au naufrage de mes amours, cœur d'artichaut privé de ses feuilles, au désert blanc de mes draps vides, au regard lourd, à la riche sèche, à mon corps fourbu qui rechigne aux lendemains hypothétiques. Les tangos de Carlos Gardel me font venir les larmes aux yeux. Quand je revois ce sourire-là, maman chérie, tu me donnes tout le superflu que tu n'avais pas. Suis-je déjà mort sans le savoir? Canard sans tête sur sa lancée, en dernière course frénétique, je suis né de son goût inconnu. Mais tu avais raison, maman. C'est si beau, la Comparsita. Voilà. Alors, vu déjà le nom Mercutio, on pourrait croire que c'est vrai. Hein. Bon. Après, Claude, non. Claude, je suis désolé, j'aurais pu s'appeler, je sais pas, moi. Donne-moi un nom espagnol. Jacqueline. Hein? Jacqueline. Joaquin. Jacqueline. Jacqueline. Ah non. Ah non, c'est pas. C'est pas espagnol, non, tu n'as pas précisé donc l'origine de C'est un Jacqueline. prénom ch'timi, ça. C'était Carmen. Carmen, voilà, bien Carmen, sûr. oh, Carmen. Carmen Sita. Carmen. Et je vais te laisser encore la parole, après tout. Hein, parce qu'on m'a toujours dit, il faut que tu sois galant avec les femmes. Et c'est vrai que tu fais des efforts. Avec Jacqueline, je ne suis pas trop, mais avec Patatra, oui. Alors, l'ode au jambon. Quoi? Ode aux gens bons. Ah bon? En deux mots. C'est donc compatible avec toutes les traditions possibles. Une ode aux gens qui sont bons. Exactement. Voilà. Parce que sinon, je pensais que c'était un charcutier, moi. C'est un jeu de mots. Le wagon poursuit sa course interminable. Il cahote en chemin. S'arrête, on ne sait trop pourquoi, alors que tout semble aller bien. Peut-être stoppe-t-il pour nous laisser entrevoir les autres destins qui s'offriraient à nous si nous regardions là-bas un peu plus loin. Il redémarre soudain. Tout est si joli dehors. Le soleil, les champs, la chaleur d'un septembre en terrasse, sirotant un café à Toulouse, l'amitié qui jaillit, s'éveille en mon cœur de si doux chuchotements. Elle existe, cette aventure humaine, hors des cris, loin du blues. Les passagers échangent un regard de connivence, esquissent un sourire, ensemble le voyage passe si vite. Pourquoi poursuivre seul, après tout? Le voyage s'égaye maintenant. Les conversations prêtes à éclat de rire. La futilité devient essentielle. Le luxe d'une halte inopinée, un indispensable atout. Eh ben, c'est beau, hein? Merci. C'est encore plus beau quand c'est lu par une femme, je trouve. Ah. Alors là, je vais vous faire un petit cadeau. Je vais vous lire un texte d'Alain Bernard. Alors vous verrez, bon, c'est un peu grivois sur les bords, mais bon, c'est tellement bien dit qu'on va lui pardonner. Hein. Alors, c'était par une nuit obscure. Les sangliers osaient à peine montrer leur hure. J'étais en panne avec ma bagnole rouge, prêt à tirer dans les bois sur tout ce qui bouge. La route avait été grise, les fientes de pigeons jonchaient mon pare-brise. Je dis à ma compagne, d'ouvrir son culbuteur pour que j'actionne mon gros gicleur. La nuit glissa comme une feuille, une fleur. Le matin, je cuisillais un œuf sur le radiateur et je me dis in petto que l'automobile est tout sauf une force tranquille. Je décidai d'acquérir une planche à voile Panhard pour aller voir Malade, mon ami Allard. Alors Allard, c'est encore aussi un hydropathe, hein? Plutôt que de lui livrer en taxi son bol quotidien de Sinovi, son skate de bordel, je l'achèterais dans un bouge, un gros clown au pif rouge, qui se versait des lampées de blanc, allongé sur un moelleux divan. J'ai alors compris que la locomotion est une démission du croupion et qu'il vaut mieux aller à pied qu'être bien mal voituré. Voilà, Alain Bernard. J'ai écrit
le 30 novembre 2018. Bon, malheureusement, il est mort depuis, ça fait 4 ans maintenant qu'il n'est plus chez nous, qu'il n'est plus avec nous. Et naturellement, il était aussi à la Radio Libre en Périgord, il faisait des reportages. Hein, il partait avec son enregistreur, il revenait avec plein d'histoires sur les gens qu'il avait rencontrés. Incroyable, incroyable. Et sur la fin, malheureusement, il était très malade, puisqu'il n'arrivait même plus à monter les escaliers. Il nous appelait pour qu'on vienne chercher l'enregistreur au rez-de-chaussée. Ouais. Et c'est là qu'on s'est dit, on aurait dû installer un ascenseur. Mais bon, il est trop tard. Il n'y aura pas d'ascenseur. Oh là là, c'est triste. Et alors bon, c'était un de mes meilleurs amis, moi. Hein. J'ai eu 2 grands amis, moi, qui ont duré plus de 35 ans. Alain Bernard et Jean Boussuge. Voilà, c'était mes 2 grands amis extraordinaires. Complètement différents l'un de l'autre. Hein. Ça n'a plus rien à voir entre les deux. Hein. Sauf qu'ils écrivaient, bien sûr, hein, mais c'est tout. Alors, il nous reste très peu de temps. On pourrait peut-être passer à un petit morceau de par exemple, le numéro 3, Les Moines Défroqués, là, 2,46, ça devrait aller. Hein. Allez, allons-y. Primo produmata vini, hexac vivut liberti. Belli non qual cattivis, cosec vivunt et profilis. Acer profusionis contum. Quingui es profiteribus defuncti. Etius prossaribus vanis. Etius prominitibus infanis. Etius proculatribus perversis. Novies pro monachis dispersi. Etius pro navegantibus. Etius pro disfratantibus. Etius pro benefentibus. Credeci est pro interagenti. Ambro, ambro, rege, dibunt omnes sine lege. Vivit terus, vivit milles, vivit plerus, vivit illa, vivit servus coagilla. Velox vivit vita, vivit Albus vivit vita, vivit constans, vivit vagus, vivit prudis, vivit manus, vivit pauperete gromus, et sulet ignotus, vivit pure, vivit canus, vivit et sulet canus, vivit solo, vivit catem, vivit alus, vivit malum, vivit ista, vivit ille, vivit centum, vivit ille, parum durat sextuale, humilix impoderate, vivum omnes sine vita, omnis vivum menteleta, secundus tuum, omnes tempes extigebunt, posse tempes Deus volum confundantur, et cui justis non scribantur. Et vous voyez, enfin, vous voyez, vous écoutez, bon, vous pouvez pas les voir, les moines, mais enfin, vous pouvez imaginer des moines dans une taverne, ce que ça donne. Alors, bon, ils n'ont pas gardé la soutane, hein, ils l'ont viré, hein, ils ont mis autre chose, ils sont habillés en civil, on va dire, en civil, hein, parce que un moine qui se défroque, il est obligé obligatoirement d'enlever sa soutane pour se défroquer, hein, c'est obligatoire. Hein. C'est comme moi, je me défroque pour aller aux chiottes. Et il paraît qu'on s'arrête là. Je suis obligé de partir. Hein. Ouais. Bon, je viendrai pas à midi. Hein. Non, parce que je te fais la gueule, tu le sais. Bon, allez. Chers amis, à bientôt.